Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Squeak Talk. Mois de décembre, on a monté un petit peu le chauffage, messieurs, parce qu'il fait un petit peu froid dehors. J'espère que ça vous va. Mais t'es en t-shirt. Je suis toujours en Avec t-shirt. une petite veste toute légère. Je suis toujours en Tu t-shirt. vas attraper froid, tu vas être malade et tu vas pas venir la semaine prochaine. Non, normalement, ça c'est bon. Je tiens jusqu'à la fin de saison. C'est à la fin de saison que je m'écroule normalement, comme j'ai Fin fait de la saison dernière. en juin. Fin de saison en juin, ouais. D'accord. Donc petit pull de Noël pour la semaine prochaine. On va essayer de mettre un peu de Noël. Parfait. Ça te va? Alors, le chapeau ou... Un accessoire quelconque. mythique Noël. J'ai hâte de voir ça. Ce sera la semaine prochaine dans le Squeak Talk, ne manquez pas ça. Cyril Méjeanne est avec nous, il prend la parole, sans qu'on lui demande, mais... Et vu qu'on a investi, voilà, je dis bonjour de cette façon. Très heureux d'être avec toi également, Cyril. Nicolas, bonjour. Salut Fred, Tu es très heureux d'être avec très heureux d'être avec vous. Devinez qui est ce joueur avec mes talents d'artiste? Pas beaucoup de cheveux. Le nez est incroyable quand même. Moi, le manque de cheveux, je vais dire LeBron James. Moi je dirais Michael Jordan. Ah, bien vu. Et j'ai été aidé par le numéro 23. Je pense qu'on aurait pu y passer beaucoup de temps. Un dessiner c'est gagné, c'est pas gagné du tout. Hein. S'il n'y a pas le numéro 23, tu Ouais, non, je pense pas. Dans la plus longue intro du monde, messieurs, on va donc saluer aussi Nils Sonimus, qui est à distance avec nous. Salut Nils, est-ce que toi aussi tu as fait une petite barbouille, une petite griffouille sur ta tablette? Salut à tous. Ouais, moi aussi, j'ai marqué mon inspiration du week-end. Bravo, ça chambre un peu, ça chambre déjà. Je sais qu'il ne gagnera pas le quiz en fin d'émission. Déjà, c'est bien. On va parler de Paris, messieurs, dans cette émission. Paris a-t-il pris la main sur le basket français après la victoire contre Monaco ce week-end en Betclic Elite? On aura Fabrice Lefrançois avec nous, l'entraîneur de Cholet, la dernière équipe à avoir battu également à Paris cette saison. Après, ils sont premiers de championnat. Donc, On aura peut-être que Cholet aussi a son mot à dire sur le basket français cette saison, parce qu'évidemment on aura aussi Asvel Paris cette semaine sur Squeak, c'est l'événement à 21h vendredi. D'abord on parle donc de Paris. Paris a-t-il mis la main sur le basket français? Une semaine folle donc pour Paris qui s'est imposé à Belgrade face au Maccabi qui est allé gagner à l'Olympiakos et qui a conclu sa semaine avec cette victoire dimanche face à Monaco en prolongation. 3 victoires consécutives, 14 au total pour Paris. Et cette mainmise, peut-être, sur le basket français, ça va être notre débat aujourd'hui. Paris, leader de l'Euroleague, a-t-il finalement le leadership du basket français, Cyril? En un mot, oui, non? Pour toi déjà, une première tendance? alors, il faudra qu'on précise un peu le débat. Mais Ça, je vais dire non. Tu vas dire non. Nicolas? Toi, je vais plutôt aller vers le oui, pas le oui, le oui. C'est en rapport avec le mur de briques qui ont parlé du nord de la France. On a transformé, on a le Nicolas belge avec nous aujourd'hui. Il dit oui. Le oui, ouais, je vais dire oui, si là aussi on contextualise un petit peu, si on prend la photographie. La du jeu. photographie. Nils, tu es le decider aujourd'hui pour savoir si Cyril va être tout seul ou Nico va être tout seul. Tu dis oui Je sais. ou tu dis non? Ouais, mais vu que le budget est passé dans les ardoises, je me suis assis sur ma prime de Noël, donc je vais aller avec Nico, je suis sur le oui. Équipe Nicolas et Nils qui disent plutôt oui. Toi tu dis non, Cyril. Tiens, non, Paris n'est pas encore le leader du Une fois de basket plus, français. ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que pour moi, si on parle que de sport, non, Paris n'est pas le leader du basket français. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de titre en France. De champion de France, on s'entend. Il n'y a pas de titre de champion de France. Oui, ok, ils ont battu Monaco ce week-end en Betclic Elite. Ok, ils sont numéro 1 en Euroleague. Mais bon, après on reparlera du match de dimanche, mais pour moi, Monaco est encore au-dessus en termes de basket sur le terrain. À un moment, il faut prouver, il faut des titres. On est toujours en train de dire, je vais prendre un énorme marronnier du basket, que Michael Jordan, puisque tu parlais de lui, est au-dessus de LeBron James parce qu'il a plus de titres. Donc Monaco est au-dessus. Ok, ils ont gagné l'Eurocup et ils ont gagné la BCL. Ok, c'était pas le même club, mais les mêmes joueurs ont gagné, une partie des joueurs ont gagné la BCL à l'époque. Mais dans l'absolu, il faut maintenant qu'il prouve, il faut aller jusqu'au bout. Il faut avoir ce titre en fait. Et tant que t'as pas le titre en championnat de France et peut-être, je sais pas moi, un Final Four en Euroleague, non, pour moi, tu es pas encore au niveau de Monaco. Et tu sais quoi? Je mettrais même l'Asvel dans la comparaison. Monaco qui a ce Final Four. L'Asvel qu'il a, c'est un petit peu plus vieux, mais qu'il a quand même également. Et surtout qu'il a enchaîné des titres de champion de France il y a pas si longtemps que ça. Alors, des titres, il y en a à Paris, puisqu'il y a le titre de l'Eurocup, il y a la Leaders Cup aussi la saison passée. Tu parlais de la BCL parce que les 70% de l'équipe a déjà gagné aussi la BCL avec Bonn.
Donc c'est vrai qu'il est un peu tôt pour faire un comparatif avec un club comme l'Asvel qui a quasiment 21 titres, je crois. Donc oui, sur l'histoire, évidemment, Paris est très très jeune, mais ils ont la main mise sur le basket français au niveau sportif cette saison parce qu'ils sont premiers de l'Euroleague et ils sont pas premiers du championnat, c'est Cholet, mais ils sont à la course pour la première place. Et puis surtout, cette ascension, elle est complètement dingue. On ne se rend pas compte de cette dynamique qui est complètement folle de cette équipe de Paris. D'aller gagner comme ça à l'extérieur, à Barcelone, d'aller gagner chez l'Olympiakos, de battre le champion d'Europe, le Panathinaikos, ça prouve quand même des choses déjà. Avec cette continuité qu'on voit depuis la saison passée entre cette saison avec un coach différent et la saison dernière, on sent que Paris a une dynamique sportive qui est incroyable. Et puis, il faut rajouter aussi les autres aspects, peut-être qu'on en parlera un peu moins. Mais... On va développer effectivement aspect par aspect un petit peu pour voir oui, aussi. Oui, rapidement, mais la salle, c'est pour moi l'atout numéro 1 maintenant des équipes qui veulent se développer et faire du business, accueillir du public avec la fan expérience. Et puis la culture aussi qu'ils ont instaurée à Paris. C'est pas facile de s'implanter à Paris pour une équipe de basket. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça. Là, on a une équipe compétitive sportivement, qui a une super salle, qui a un public qui commence à émerger avec le COP Parisis, avec une culture urbaine qui va aller chercher des jeunes pour venir voir les matchs. Je trouve que sur bien des aspects, Paris est en train de prendre la place de leader du basket français. On va parler du jeu, on va parler de la salle, on va parler du futur, de l'intérêt médiatique, mais Nils, t'as répondu oui aussi. Est-ce que c'est pas finalement... Je suis pas d'accord avec Nico, je suis pas d'accord avec Nils déjà de base. Hein. Oui, mais ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Mais on va te laisser redonner tes arguments après. D'abord, on va aller voir Nils, s'il n'y a pas eu le temps de parler encore. Ouais, mais je suis pas d'accord avec lui. Oui, bon, ça arrive régulièrement. Nils, est-ce que le vent en poupe finalement de Paris en ce moment n'est pas un peu trompeur dans notre débat ? Non, je pense pas. Il y a plusieurs aspects. Je vais d'abord répondre à ce qu'a dit Cyril. Après, je parlerai de l'aspect différent du basket. Mais sur le basket, Cyril, t'as dit Paris est dans le jeu et encore derrière Monaco cette saison. Moi, je suis pas d'accord. Paris les a battus en Euroleague. Paris est premier de l'Euroleague. Sur le terrain, si on se tient à cette année, Paris est pour moi passé devant. Surtout si on regarde sur le terrain ce qui se passe. Paris joue beaucoup mieux au basket que Monaco. Ah d'accord. Donc en deux matchs, on peut dire que ça y est, ce sont les meilleurs. En 2 matchs, en Euroleague, ça fait 14. Non, parce que là, on compare pas par rapport à Berlin ou au Maccabi ou à Olympiakos ou à Barcelone. On compare par rapport à la France. Donc, ok, ils ont battu Monaco une fois en Euroleague et une fois en championnat de France. Mais c'est bon, les gars, c'est juste 2 matchs. Il y en a encore plein qui arrivent. Et une fois de plus, on parle de Monaco. Moi, je te passe sur le reste. Le leadership du basket, il se joue pas sur une confrontation entre une équipe et l'autre, il se parle sur ce que tu proposes. Sinon, à ce moment-là, Cholet est leader du basket français. Ils ont battu toutes les équipes, voilà. Bah, allons-y. Pourquoi pas. Ok, Cholet est leader du basket français. Non, mais Paris n'est pas leader de... Cholet n'est pas leader de l'Euroleague encore, je crois, Nils. Voilà, donc on est d'accord. Et ça, c'est pas des résultats contre Monaco. Et pour moi, il y a autre chose, c'est que le jeu pratiqué est une source d'inspiration. C'est pas moi qui le dis, c'est Tyron Johnson sur Twitter qui disait les jeunes basketteurs français aujourd'hui, inspirez-vous de Paris. Je pense qu'au niveau de l'altruisme, de sacrifice pour l'équipe, de collectif, Paris aujourd'hui est un modèle à montrer à beaucoup de jeunes. Je pense qu'on se trompe de... Pardon. Je pense que vous résumez tous les deux trop vite le leadership à 2 mois de compétition en fait. Non, parce qu'on se place. On doit aller plus loin que ça en fait. On se place dans la saison dernière où Paris nous a aussi surpris. Qui est champion de France l'année dernière? Monaco. Qui va en play-off? Mais Paris est en finale du championnat et était en lice pour gagner les 3 titres majeurs auxquels il participe. Oui, donc, l'Eurocup, c'est déjà magistral. J'ai une question pour Fred après. La Leaders Cup, ils battent quand même. Moi aussi, j'ai une question pour Cyril. Non, j'ai une question pour Fred d'abord. Calmez-vous, ils gagnent ce titre. Ils gagnent ce titre. Certes, ils perdent en finale parce qu'il y a encore un petit peu ce manque d'expérience. Mais sur le plan sportif, en très peu de temps, ils ont quand même déjà un titre d'Eurocup, une finale de championnat, la Leaders Cup, et puis là, ils surfent sur Excuse-moi, alors je suis d'accord avec toi, hein, Nico. Monaco, il gagne l'Eurocup au bout de combien de temps? Ils l'ont gagné en 2021, donc au bout de... combien de temps en 2 ans championnat de France? Championnat de France, pardon. Depuis qu'ils sont montés en championnat. En première division, on va dire. 2 ans 5 années, non, ils sont montés en 2016. Non, plus. 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'à 5 ans, c'est pareil, c'est la même chose. Est-ce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas avoir ce même débat en disant Monaco est devenu le leader du basket français? Bah, moi, j'aurais répondu non. Pareil. Et j'aurais dit que c'était l'Asvel à l'époque.
Parce que là, on prend un débat Mais où j'ai une finalement, il y a Paris, Monaco et Lasvel, voilà, qui sont les 3 clubs en Euroleague, qu'on considère comme et les Cholet. locomotives, et Cholet qui est en tête de la Betclic Elite, qu'on considère comme les locomotives du basket français. Donc le débat se résume finalement à ces 3-là, pour l'instant, en tête de gondole. Puisque c'est ton débat, est-ce que c'est toi qui as amené cette question? Alors, moi, j'ai besoin. Comment tu définis le terme leadership? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le jeu. Est-ce que dans le jeu, dans les résultats, et après, effectivement, dans la manière dont le club est perçu à l'extérieur, dans le club avance, on peut regarder pour l'instant Monaco et Lasvel, pas dire qu'ils stagnent, parce que c'est un peu trop violent comme terme, mais voilà, Monaco est arrivé au Final Four, donc faire mieux, c'est difficile. Lasvel, Si, ils peuvent gagner. j'ai dit que c'est difficile, pas dit que c'est impossible. Lasvel, pour l'instant, n'est pas arrivé à aller en play-in d'Euroleague, qui serait aussi un step. Paris, pour l'instant, est sur une pente très très ascendante par rapport aux deux autres. En termes de résultats, en termes de vent dans le dos, tout simplement, la nouvelle salle, effectivement. Alors, excusez-moi, une fois de plus, tu me parles de leadership par rapport à la salle, ce genre de choses. La salle de Lasvel, elle date d'il y a 6 mois. Hein. Ouais, Vous oubliez ça, en fait. oui, C'est-à-dire que la salle de Lasvel, elle est plus conforme aux normes de l'Euroleague, d'avoir plus de 10 000 spectateurs, etc., que l'Adidas Arena quand fait 8 000. C'est une salle que Lasvel n'utilise Exactement. pas à Lasvel plein n'est pour chez l'instant. elle. C'est normal. Lasvel n'est pas chez elle, il n'y a pas tous les matchs. Le Paris Basketball non plus. L'Adidas Ça leur Arena- appartient pas. Oui, non, mais je veux dire, l'Adidas Arena, c'est la maison maintenant de Paris pour tous les matchs. Et c'est plus facile de remplir. fidélises- Oui, mais alors, tu fidélises. Fred qui était au match de dimanche dernier, c'était pas rempli. C'est-à-dire que tu as le Il y leader. avait environ 6 500 personnes. Tu as le leader contre l'autre leader, en fonction de si c'est vous ou si c'est moi. Et t'arrives pas à remplir. L'Asvel a décidé, eux, parce que ça coûte cher de louer la LDLC Arena, De choisir. on préfère aller à l'Astrobal pour être sûr de faire sold out à l'Astrobal, parce que je pense qu'ils sont quasiment sold out sur tous les gros matchs à l'Astrobal en Euroleague et en Championnat de France, plutôt que de se dire que tu as 6, 7, 8 000 personnes à la LDLC Arena où d'un coup ça fera vide, c'est sûr. Mais là, l'Adidas Arena dans ce match Paris-Monaco n'était pas rempli. Donc, Le match de vendredi, d'ailleurs, est à l'Astrobal. Il y après, aura un match. je dis pas que c'est la faute de Paris, c'est-à-dire qu'un dimanche soir à Paris à 19h, c'est très difficile de remplir. Hein. En Euroleague, ils font quasiment sold out sur tous les matchs. Bien sûr. Non, mais Sur tous les matchs. oui, mais la LDLC Arena est remplie aussi sur les matchs qu'ils font. Ils font quoi, 12 000, 13 000, je sais pas exactement. C'est 12 Pas 000 tous les la matchs. Non, parce que si vous me parlez de salle, dans l'absolu, vous oubliez que la LDLC Arena, elle a à peine 6 mois. Ou Alors prenons un an, par, comme ça, hein. par thème, la salle. Ouais, mais LDLC En fait, Arena, pour 12 moi, 000 juste, places. on ne peut pas résumer un leadership à 2 mois. Il faut voir un peu plus loin que ça. Et Mais bien du sûr, sur le terrain, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Paris, c'est incroyable. Paris, ça joue super bien. Et je suis le premier à le dire. Mais parler d'un coup, ça y est, le leadership est parti chez Paris, non. On sent qu'il y a une nouvelle dimension depuis la saison passée, depuis Bien sûr. justement qu'ils sont arrivés dans cette salle. Pour moi, la salle, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Mais la salle, elle est géniale. Hein. Le potentiel de Paris, il est pas sans limite, mais pour l'Euroleague, ils attendent que ça, que Paris reste et se développe, aille le plus loin possible. Je vois pas le même potentiel à Monaco. On est déjà au plafond vert. Le plafond est à Monaco d'ailleurs. Mais Monaco, tu peux pas te développer beaucoup plus que ça. L'Asvel, il va falloir des résultats sportifs. Et après, je te laisse la main à Nice. Mais Paris est dans une dynamique, une réussite totale qui fait que on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train. Comme ça, je suis d'accord. Nils. Ouais, moi, c'est Cyril, tu nous dis, ouais, au niveau des résultats, Monaco est encore devant, au niveau de la salle, J'ai pas Lasvel dit est ça. encore devant, mais en J'ai pas fait, dit ça. t'as dit qu'il y a débat. Non, j'ai pas parlé des résultats. Je dis que le leadership ne peut pas être résumé à 2 mois de résultats. C'est-à-dire que le leadership, c'est un travail au long terme. Et là, je te rejoins, Nico, sur la dynamique, elle est pour l'instant pour Paris. Par la salle, par ce qu'ils sont en train de créer, et sur le fait que Monaco, tant qu'il n'y a pas de salle, ça va être compliqué. Que même s'ils ont rénové Gaston Médecin, c'est petit. Donc là-dessus, moi, je vous rejoins tous les deux là-dessus. C'est juste que pour moi, on ne peut pas résumer et se dire, tiens, allez, ça y est, c'est déjà passé à Paris le leadership. En Juste fait. pour comparer la salle Gaston Médecin, 5 000 places. L'Adidas Ouais, Arena, 5 000, 8 000. La LDLC, combien 12 de 000. vraies places? Combien de vraies places? Avec 4 500, on va dire, à Gaston Médecin, donc. 8 000 à la LDLC Arena, 12 000 à la LDLC Arena. Et l'Astrobal, c'est 5 600. Voilà pour les salles. Donc, Un peu effectivement, plus? Moi, il y a à peu près. il y Vas-y, a Nils. autre chose par contre, que je voulais aborder, parce que là on parle de résultats, on parle de salles, mais sur l'influence aussi et sur le projet de Paris, pour moi c'est là-dessus surtout qu'ils sont les leaders.
Pour moi, le projet de Paris et ce qu'ils ont fait, c'est ce qui doit se transposer dans beaucoup d'autres villes aujourd'hui en France pour faire grandir le basket français. Et ça, je sais que Cyril sera d'accord avec moi, mais d'avoir un grand club dans une grande ville Je le avec dirais pas, une identité forte pour attirer, je sais, je connais ta mauvaise foi, mais tu vois, un club avec une forte identité pour attirer un nouveau public dans une grande ville. D'avoir des clubs pareils à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, d'aller chercher dans ces grandes villes où il y a des vrais viviers de jeunes qui sont très certainement plus portés sur la NBA, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est un fait, sont portés sur la NBA. D'avoir des clubs comme ça avec des identités fortes, ça te permet de ramener peut-être ce nouveau public vers le championnat de France, vers la compétition européenne. Et sur ça, Paris est l'exemple pour moi qu'on doit suivre en France. Donc sur cet aspect-là, pour moi, ils sont leaders. Je suis d'accord avec toi. Ils ont réussi aussi ils commencent à avoir maintenant des VIP, des personnalités. On a vu Omar Sy, on a vu Lilian Thuram, des gens du cinéma. Voilà, on sent que si tu veux passer une bonne soirée, il y a le sport, mais aussi la soirée, la salle est agréable, l'ambiance est là. Tu peux aller emmener ta famille, voir un super match de basket avec de la musique, etc., etc. Il y a un vrai travail qu'il faut saluer de cette équipe. Ah non, mais attention, une fois de plus, moi, on est souvent en rapport avec le club de Paris, parce que justement, on les diffuse, et tout le travail qui est fait est incroyable. Moi, je suis cette équipe depuis le début, depuis la première saison. À l'époque, c'était Romuald Coulstre qui était avec David Kahn et le board. Et tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, malgré les critiques, va dans un très 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 bon sens. Sur la dynamique, moi, je vous suis à 100%. Je pense qu'il y a encore, maintenant, pour moi, il manque des titres. Juste, il faut des titres. Mais est-ce que du coup, c'est pas la saison où ils sont en train de devenir? Est-ce qu'on anticipe peut-être pas? Ah bah voilà. C'est Alors, la saison où en effet, si on change, ils sont leaders, il n'y aura pas de compétition. Je suis d'accord avec toi, Nils. Si on change le débat de Fred et qu'on dit est-ce que Paris peut devenir le leader du basket on va français? pas changer le débat. Moi, la question que je vous Je pose, sais, t'as bossé pendant des heures et des heures. voilà, là-dessus. merci. Est-ce que Paris est déjà le leader du basket français? donc C'est ça la non. question. Oui, mais on parlait tout à l'heure de photos à l'instant. Pour moi, c'est Paris qui est la locomotive, le leader du basket pour tous les aspects qu'on vient. Le meilleur joueur d'Euroleague, il est où? Il est à Paris. Et à Paris. Les gars, Mac James. Ah bah, il y a débat. Le meilleur de l'Euroleague. Vous allez me dire que Short c'est meilleur que Mac James? Ah, mais bien sûr. Actuellement, Ah, mais bien sûr. il y a débat. Non. Ah, sur le global, Non. sur les accomplissements. Mais ça revient à ce que tu dis. Là, nous, on prend le meilleur joueur d'Euroleague maintenant sur les 2 premiers mois. Toi, tu ne veux pas faire ce débat sur les 2 premiers mois, en fait. Toi, ça qui te gêne, c'est que Oui. on se dise les C'est 2 pour ça que premiers mois nous servent à poser la question en fait sur ton débat. à ce débat. Mais Nice, tu parlais de Paris, du projet, de l'évolution Le projet, c'est l'avenir. qui est à faire sur, pour toutes les grandes villes. Timeline sur l'Ardoise. Non, mais est-ce que c'est un projet qui peut être répété ailleurs qu'à Paris aussi? T'as raison, Nils, là-dessus. Moi, je pense qu'il peut être répété. Alors, pas à l'identique, parce que Paris a l'identité de Paris, mais dans d'autres villes, tu vas chez Marseille, je pense qu'il y a une grosse identité à aller chercher, un je suis gros d'accord truc à avec faire. J'espère que ça arrivera. Toulouse, je pense que ce sera aussi totalement différent, mais il faut se creuser les ménages, aller chercher l'identité que tu vas donner à ton club qui va correspondre aux gens de ta ville. Toi, c'est pareil, par exemple, des projets comme ça, je vais pas te dire d'aller les faire à, je sais pas, à Cholet ou à Limoges parce que ça marchera pas. C'est autre chose. Je dis pas que du coup ces clubs ne doivent plus exister, attention. Les deux, je pense, peuvent coexister, mais pour moi, c'est important pour le basket français d'aller faire des projets comme celui de Paris dans des grandes villes françaises. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que David Kahn et Eric Schwartz ont investi aussi, qui ont été un peu des mécènes au départ. C'était pas un projet facile. Mais pour avoir rencontré dès 2018 David Kahn, je me souviens de sa première phrase. Nous, on veut aller en Euroleague. Déjà, ça me paraissait fou. Et on y va en Euroleague pour gagner. Lui, il veut gagner l'Euroleague. Il veut placer Paris au centre de l'Europe. Donc le projet, pour moi, il a un potentiel extraordinaire. Et le projet, c'est d'aller chercher ce titre en Euroleague. Ils ont déjà l'Eurocup. Ils ont déjà une base incroyable. Donc pour moi, ça me paraît l'avenir apparaît hyper positif pour Paris. Fais-toi plaisir. Nico, Nils, est-ce que Monaco ou Paris a le plus de chances d'aller au Final Four de l'Euroleague? C'est encore un peu tôt parce que Monaco. C'est trop tôt. Pour Monaco, je réponds pour Monaco. Pour moi, Monaco, on en reparle le fast tout à l'heure. On est un petit peu dans le flou, on en reparlera. Mais Paris, pour moi, est candidat au Final Four. Plus que certaines équipes qu'on pourrait attendre, plus que Real Madrid, plus que Barcelone. Moi, je compare pas par rapport aux autres. France. Pour vous, et Nils, j'attends ta réponse, qui a le plus de chances d'aller au Final Four? Monaco ou Paris?
Aujourd'hui, c'est pareil pour moi. Moi, je sais plus quoi penser de Paris. Depuis le début de la saison, je dis il faut se méfier, attention, et ils n'arrêtent pas. Attention au Alors, coach. j'ai- Mais t'étais tout de suite défiant et cette série t'a retourné, on va dire. Et c'est qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions, quoi. Alors après, le Final Four, tu sais, hein, une série de playoffs, ça demande beaucoup d'expérience, tout ça, ça dépend contre qui tu tombes, mais si tu termines premier, c'est ça. Si t'as une série en quart de finale, Monaco-Paris. Donc série en 5. Avec l'expérience de Monaco et la jeunesse de Paris et le talent incroyable de cette équipe parisienne. Qui passe? Bah, ce qui est incroyable, c'était. Me dis pas, ça dépend de Non, mais qui ce a que- le terrain. non, je vais te le répondre, c'est que pour moi, Paris n'a peur de rien. Quoi. En fait, tout est possible. Non mais ça on sait. Mais c'est pas tout est possible, c'est... Je vais pas t'écrire le résultat aujourd'hui. Ah si, regarde. Monaco, c'est des playoffs, Monaco ça serait reste- favori au Alors, vas-y, regard de Fred, l'expérience. Donne ton avis, toi. Moi, je pense qu'au Tu regard parles de pas depuis tout à l'heure. je vous écoute, vous parlez beaucoup. Au regard de l'expérience, je pense que Monaco serait favori. Maintenant, si tu arrives en play-off et que Paris a un bilan, imaginons, de 23 ou 24 victoires sur les 34 matchs d'Euroleague, l'expérience de Monaco, tu vas le tempérer par le fait que Paris aura un bilan extraordinaire et que Paris aura fait la saison qu'il fallait. Maintenant, oui, c'est une compétition différente. Après, Paris a fait preuve au fur et à mesure avec la Bessie à la Les bonne, équipes, elles vont bien l'Eurocup s'adapter l'an à un dernier. moment. Enfin, ou alors c'est le pire championnat du monde, l'Euroleague. Ça fait 15 matchs quasiment. Ah mais moi je trouve ça c'est dingue. le 15e là. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça dingue en fait qu'il n'y ait aucun coach qui se soit encore adapté à cette équipe. Quand j'entends le coach Mais de tu ferais quoi, l'Olympiakos, Cyril, il y a quoi les adaptations? les adaptations, comment ça? Ah c'est une question? Quelles sont les adaptations? Bah oui, toi, Bah, t'es c'est pas mon coach. taf, moi, je peux le dire, mais- Qu'est-ce que tu Non mais oui. Ouais. Non mais bien sûr, il faut casser leur rythme, il faut faire en sorte de qu'il n'y ait plus de jeu rapide, il faut peut-être faire des C'est fautes. facile à dire, personne n'y arrive. Mais personne- Non, mais est-ce que, sincèrement, est-ce que vraiment le niveau de coaching de l'Euroleague est finalement si bon que ça? Puisque en fait, il n'y a aucun mec qui arrive à... Je veux dire, TJ Shorts, il est très très fort, attention. Mais on est quand même très souvent sur le même principe de ce qu'il fait. Personne qui s'est adapté. Mais Je veux dire, le fait- seul mais truc ça, que tu c'est vois en pas Euroleague, l'Euroleague. c'est des mecs qui switchent. Ça fait 3 Ils font ans. Ça que fait ça. 3 ans que TJ Shorts en Europe fait la même chose. En BCL, en Eurocup, en Euroleague. Personne ne s'est adapté ou personne ne peut s'adapter finalement à ce que propose Peut-être. TJ Shorts. Peut-être. Mais Est-ce que TJ Shorts ne s'adapte pas aussi à ce qu'on lui propose? ah non, mais attention, il est incroyable. Hein. Et s'il finit MVP de l'Euroleague cette année, il l'aura mérité en fonction de la suite. Mais moi, je trouve que pour l'instant, on n'a aucune équipe qui a proposé quelque chose en face de Paris. Et Si, Berlin, Qui pourquoi leur a pas, laissé ben, uniquement le tir à Ça n'a 3 points. pas marché, ça n'a la pas Box marché. and One. Pas marché de les laisser shooter à 3 points. Des fous à 3 points. Donc, c'est. bah, t'as Shorts qui est pas très adroit, Non, mais t'as. mais le reste, on va dire à côté, en- c'est Nadir, 19 Malcolm, sur- etc. sur ce match. Sur ce match. En fait, ils ont toutes les armes pour le moment pour répondre à chaque. Que à l'intérieur, c'est un peu difficile. Mais Ouais. Sans ça, ils arrivent On a- à gagner. Le débat sur le leadership du basket français. Est-ce que finalement il y a Paris qui est Paris, on suffit un petit peu à lui-même, c'est une marque tellement forte. Est-ce qu'on a Monaco qui est un peu voilà le Las Vegas européen si on fait reprend les mots de... J'aime bien ces mots, je trouve que c'est assez logique et ça correspond bien. Puis on a l'Asvel, l'historique, voilà, qui doit rester là parce que tu dois garder un morceau d'histoire de ton Quel est le Boston patrimoine. Le Boston du basket français. Donc, on a 3 leaders du basket français, c'est ça la question? Bah, Donc tout ça pour arriver à ça, en fait. En tout cas, c'est bien de se réjouir de voir qu'on a ces 3 équipes qui occupent des places qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Voir Paris en première position, Monaco dans le top 5. c'est ça en fait. C'est Ouais, j'ai une question pour Cyril. J'ai une Sur question du pour premier, Cyril qui- Vas-y. J'ai une question pour Cyril qui est toujours sur son nom. Aujourd'hui, tu es un club, disons, de Pro B. Quel projet tu regardes de quel projet tu t'inspires pour ton club pour aller le plus haut possible, pour aller en Euroleague? Attends, je tousse. Je réponds. On l'a perdu sur ta question. Faudra couper ça au montage. Ça dépend en fait. Tu vas me dire ça va être une réponse De Normand. de Normand, exactement. En fait, le problème c'est quel est le propriétaire? Quel est l'investissement? C'est-à-dire que si tu es un milliardaire ou un pays étranger comme le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs qui a l'argent pour investir et former une grosse équipe, bah, tu vas t'inspirer peut-être de Monaco ou de l'Asvel. Par contre, et encore, d'absolu, le Paris Basketball a eu des fonds aussi pour commencer. Après, si tu dois construire par rapport à une ambiance, par rapport à une atmosphère, par
sont une équipe, par rapport à l'identité d'une équipe, c'est sûr que Paris est très intéressant, comme d'autres clubs peuvent l'être ou ont pu l'être par le passé. Et comme on parlait comme tu as cette identité à Limoges. Pour moi, ça dépend vraiment de quel univers tu viens. Et après, comme tu le disais, Élie, c'est toi qui le disais. C'est-à-dire que ce que fait Paris, je pense qu'ils peuvent le faire quasiment que à Paris ou peut-être à Marseille. En tout cas, cette culture urbaine, c'est street culture, culture basket, etc. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où tu peux le faire. Sauf que tu ne vas pas le faire à Monaco. Donc, ça dépend de ton projet, en fait. Mais je reviens à David Kahn qui a dit je veux gagner l'Euroleague, mais il a tout de suite dit aussi il nous faut une salle. Il nous faut une Après, il salle. l'a jamais vraiment totalement dit, mais... Pour la salle Non, pour l'Euroleague. C'est-à-dire que... Si, moi je l'ai. Oui, mais il disait, et derrière, il était était le premier à dire, moi, je suis pas sûr de vouloir aller en Euroleague. Et là, je crois qu'il a parlé de réfléchir à pourquoi pas au projet entre la NBA et la FIBA. Donc, qui potentiellement peut arriver dans 1 an et demi ou 2 ans. Mais il l'a annoncé au début parce qu'il fallait montrer qu'il avait des ambitions. Et l'Euroleague représentait pour lui, à l'époque, il était en Pro B, la marche à suivre pour aller au plus haut du basket européen. Donc il l'avait quand même bien annoncé. Mais pour revenir quel projet... On a deux projets de façon qui sont très stables déjà, Asvel et Monaco, et Paris encore un projet qui est en gestation, c'est un peu encore... Donc, ils n'ont pas le leadership. Pour moi, financièrement, c'est le plus stable, Paris. Hein. Ouais, se structure sur le terrain, mais aussi en dehors, dans les coulisses, a embauché aussi pas mal de gens dans leur staff. Donc il y a une structure qui semble beaucoup plus puissante qu'à Monaco, par exemple. Je pense que c'est pas comparable. Là, par contre, je pense que c'est pas comparable. Après, l'Asvel est beaucoup plus forte que les deux clubs en termes d'organisation. Nils, je vais te laisser le mot de la fin. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous pensez que Paris a pris le leadership du basket français. Le mot de la fin, Paris est leader. Il en a pas, ça sert à rien. Passons. Attends, j'ai déjà tout dit. Asvel Paris, en tout cas, messieurs, c'est vendredi à 21h sur Squeak. On verra si Paris remporte une 15e victoire ou si l'Asvel va faire tomber les Parisiens. On va demander d'ailleurs à notre invité comment on fait pour battre Paris. Fabrice Lefrançois, l'entraîneur de Cholet Basket, est avec nous. Avec nous, donc, le leader de la Betclic Elite avec Cholet Basket. Il sera aussi le coach de la sélection française au All-Star Game. Et surtout, au moment où on se parle, c'est le dernier coach à avoir battu Paris. Bonjour Fabrice Lefrançois. Bonjour à tous. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Merci de prendre un peu de votre temps aujourd'hui parce que vous aussi, vous jouez une Coupe d'Europe. Vous êtes à Bilbao en ce moment avec Cholet. Mais on avait envie de vous avoir parce que vous avez fait un exploit cette saison. Vous avez battu Paris. Comment on fait quand on affronte Paris, Fabrice, pour préparer un match comme ça? Est-ce que c'est un match comme les autres, finalement, ou est-ce que Paris n'est pas un match comme les autres? Non, ouais, Paris n'est pas un match comme les autres, déjà de par la qualité de l'équipe et surtout par leur façon de jouer. C'est une équipe qui joue beaucoup sur l'euphorie avec un tempo très élevé. Donc voilà, il y a deux options. Soit on a la qualité pour jouer à un tempo supérieur au leur, soit baisser justement leur rythme et les amener sur un fond. Moi, je vais venir sur un joueur, Fabrice, sur TJ Shorts. Bien sûr, c'est le MVP de l'Euroleague au mois de novembre. C'est le joueur dont tout le monde parle. Qu'est-ce que toi, tu avais préparé? Je crois qu'il met quand même 17 ou 19 points contre Cholet, quelque chose comme ça. Est-ce que tu avais préparé un plan spécial contre TJ Shorts? On voit que tout le monde a vraiment du mal à l'arrêter. Est-ce qu'il faut... Et n'hésite pas à nous donner des détails techniques, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. En termes de coaching, peut-être qu'après Pierrick Poupé va t'appeler pour te dire comment on fait, comment je peux faire pour taper Paris. Mais voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Ou finalement, est-ce que tu n'as rien fait et tu t'es dit, bon voilà, on va défendre collectivement sur l'équipe entière? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que nous, quand on a construit notre équipe, on s'est projeté sur une opposition comme celle de Paris. Parce que Paris, en fait, a un fond de jeu où il cherche chaque fois à cibler le joueur qu'il considère faible en face, en forçant ce qu'on appelle les switches. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas toute cette problématique-là parce qu'on n'a pas trop de joueurs qu'on considère faibles sur les duels. Donc ça a été déjà une première réponse. Après, effectivement, est-ce qu'on est capable d'arrêter TJ Shorts? Je suis pas sûr. On peut peut-être le diminuer, mais c'est quand même un joueur qui pourrait s'adapter
années, avant, on pouvait cibler sur le tir extérieur. Maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà, je pense que c'est plus une question de rythme avec eux qu'une question de un joueur, quoi. Un joueur ou un secteur, parce qu'on s'est dit tout à l'heure dans notre débat, voilà, le secteur intérieur de Paris n'était pas forcément le plus impressionnant. On ne peut pas se dire comme ça, le secteur intérieur, on va essayer de pilonner ou autre. Non, effectivement, ils ont des joueurs de devoir à l'intérieur, mais des joueurs qui font beaucoup de bien à l'équipe. Que ce soit Ice, que ce soit Cavalier, qui a eu Kratzer, qui est plus en évidence l'année dernière. Mais voilà, c'est très axé autour de la création des petits. Mais aussi, il y a quand même un facteur qui revient sur leur victoire, c'est leur pourcentage de réussite à 3 points. Et surtout le nombre de tirs qu'on peut laisser cette équipe-là à 3 points. Ça, c'est une vraie clé qu'on les joue. Fabrice, est-ce que tu es surpris par la série absolument incroyable de Paris Basketball en Euroleague, 10 victoires de suite, et est-ce que tu es surpris aussi par le fait que cette continuité entre Issalo et Thiago Splitter, qui a eu un tout petit peu de mal à se mettre en place, finalement, elle est là quand même aujourd'hui? Alors, surpris, oui et non. Parce qu'en fait, on est toujours surpris parce qu'il y a toute cette incertitude de savoir comment l'équipe va s'adapter, s'ajuster à un niveau supérieur. Ils l'ont fait en commençant par la BCL, après il y a eu l'Eurocup, c'est l'Euroleague. Mais ils ont une telle constante dans l'effort et dans le rythme. Au final, ils arrivent toujours à être dans leur identité. Et au final, ils ne se dénaturent pas, quel que soit l'adversaire, même en Euroleague. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça a été une preuve d'intelligence du coach Splitter, parce qu'au final, il a gardé ce qui marchait. Et il n'a pas, avec un groupe qui fonctionnait bien, et il a réussi même à amener des choses supplémentaires au niveau offensif. C'est une source d'inspiration pour vous. Vous disiez que dans votre recrutement, vous étiez inspiré voilà, de ces matchs contre Paris, peut-être contre Monaco, contre les grosses équipes, pour faire votre effectif finalement. Oui, complètement. Mais que Paris, quand on a pensé à notre recrutement, on va penser à Paris, parce qu'eux, ils ciblent beaucoup. Et c'est vrai qu'on se disait que pour pouvoir matcher ce type d'équipe-là, il ne fallait pas qu'on ait un maillon faible. Est-ce que l'aspect confiance est important quand on aborde un match contre une équipe contre Paris? Eux, ils sont en confiance aujourd'hui. Vous l'êtes aussi. Hein, vous êtes sur 11 victoires de suite. C'est un aspect majeur qu'on ne peut absolument pas passer sous silence. Bien sûr. Et puis, alors, il y a pour eux l'aspect confiance. C'est vrai qu'au final, c'est la 4e saison où ce groupe-là, parce que ce groupe-là a commencé à Beaune. Ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et après, à Paris. Et puis, voilà, il y a l'aspect confiance, mais ce qui amène en termes d'enthousiasme ce groupe, parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils se prennent jamais au sérieux, mais ça leur réussit en fait. Et c'est à l'intérieur de ça qu'ils sont bons. Là, tu rejoues Paris ce week-end, par exemple. Parce que le match, il date d'il y a quoi? Il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'était le 26 octobre. Tu rejoues Paris ce week-end avec tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire les 10 victoires de suite en Euroleague, les victoires contre Monaco et ce genre d'équipe en championnat de France. Comment tu abordes le match? Qu'est-ce que tu vas expliquer à tes joueurs et quel choix tactique tu vas faire? Il ne faut pas tout dévoiler non plus, parce que je vais les rejouer quand même à un moment donné. Mais Cyril, il veut tout savoir. Moi, je veux tout savoir. Non, mais les 2 clés pour moi sont le rythme et le rythme du match et le fait de contenir leur adresse à 3 points. Fabrice, si on se projette un petit peu plus loin dans les années à venir, pour revenir un petit peu à notre débat initial, est-ce que tu crois que Paris a l'étiquette d'un possible leader, de locomotive numéro 1 du basket français devant Monaco et devant l'Asvel, avec la nouvelle salle, avec la culture qu'ils apportent dans leur salle? On met de côté Cholet évidemment, parce que vous êtes leader aussi du championnat de France, mais il y a l'aspect européen aussi avec l'Euroleague. Non, clairement, c'est un vent de fraîcheur en fait, ce qui se passe avec Paris. Parce que moi, c'est ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont cassé les codes à la base, dans la façon de jouer, dans la façon d'être, et aussi effectivement dans la culture que tu es capable de mettre en place sur un club qui est jeune. Donc oui, à partir du moment que c'est une source d'inspiration, forcément c'est moteur, c'est une locomotive du basket français. C'est une équipe qui s'est donné les moyens financiers, mais ils sont pas des surmoyens, ils sont pas au niveau d'un Monaco par exemple. Donc voilà, après, il va falloir être capable de reproduire ces résultats-là. Si l'effectif change, je pense que c'est une
des joueurs qui vont être courtisés sur le marché cet été. Donc, voir comment ça va se passer à ce moment-là. Est-ce que dans le projet, il y a des choses qui sont réplicables? À Cholet, par exemple, c'est quand même pas du tout Dans le jeu, c'est possible. la même situation. Dans le jeu, Le projet peut-être, global, oui. c'est peut-être compliqué, mais dans le jeu, c'est possible avec Cholet. Dans le jeu, Fabrice? Alors, nous, dans le jeu, le point commun, c'est l'intensité, mais on n'a pas les mêmes stratégies offensives et défensives. Mais par contre, en termes d'intensité, oui. Et c'est là où moi, je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait. C'est qu'on est capable de faire des efforts à chaque fois. Et pour l'instant, ça apporte ses fruits pour Cholet, donc leader de Betclic Elite, avec une seule défaite depuis le début de la saison. Une dernière question, messieurs, pour Fabrice Lefrançois. Non, bravo Fabrice pour son début de saison, c'est incroyable. Et moi, j'ai quelques souvenirs il y a très 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 longtemps sur un camp de basket à Mantes-la-Jolie sur lequel on avait partagé un peu de temps. Mais ça date d'il y a c'était très 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 longtemps. Mais en fait, c'est bien d'avoir cette nouvelle génération de coachs comme Fabrice. C'est pas le seul, hein, il y en a d'autres comme Guillaume, etc. Et justement, ça s'inspire de parce que quand tu parles d'intensité, de switcher, etc. Ça fait penser à North Carolina dans les années 80, etc. Donc ça va s'inspirer des vieilles combinaisons du basket et en même temps c'est quelque chose de très moderne avec une évolution du basket, donc juste bravo pour le basket que tu mets en place, Fabrice. Voilà, juste bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Un basket qui ravit la Meilleray. Il y a un choc européen pour Cholet ce week-end qui ne sera pas contre Paris, mais contre Bourg-en-Bresse ce week-end en championnat. On vous remercie, Fabrice, pour votre coupe et puis pour la suite du championnat. Évidemment, il faudra sans doute rebattre Paris sur la route de grandes choses. S'il y a une deuxième victoire contre Paris, Cholet sera peut-être le leader du basket français. exactement, cette on va saison. refaire le débat. On redébattra dans le Squeak Talk. Merci Fabrice, merci d'avoir été avec Merci. nous. Merci, à bientôt. Merci Fabrice. Nous on récupère Nils et on va passer au test. Le fast, c'est toutes les questions d'actu de la semaine qu'on va se poser plus ou moins rapidement. Je sais que vous avez toujours envie de discuter, messieurs, donc je vais essayer de vous réfréner un tout petit peu. Moi, je veux juste pas être d'accord avec Nils. Très bien, on va voir si tu es d'accord avec Nils ou pas sur notre première question. La première question, c'est évidemment Monaco. On a parlé de Paris. On va aller voir l'autre côté parce que Monaco a perdu ce match à l'Adidas Arena dimanche. A perdu aussi contre l'Olympiakos la semaine dernière. Il y avait au milieu une victoire contre l'Alba Berlin. Mais les deux gros matchs de Money Time mal gérés par les Monégasques. Est-ce que les problèmes sont de retour finalement à Monaco? Commence par moi. Je commence par toi parce que je vois ton œil rieur. Ouais, rieur, oui et non. Quand je vois le match contre Paris, parce qu'on parlait de Paris juste avant, où ils sont à quoi? Ils sont à plus 19 Monaco, Ce sera plus 19. dans le troisième. 70-51, il reste une douzaine de minutes Ouais, à jouer. c'est ça, et que Paris revient à 2 minutes de la fin. Tu te dis qu'il y a quand même un problème dans la gestion en fait. C'est-à-dire que, attention, Okobo fait un match incroyable en termes de statistiques, 27 points si je dis pas de bêtises. Oui. James marque aussi beaucoup de points. Mais comment, à un moment, quand tu vois l'équipe revenir, au fur et à mesure, ça défend plus, ça commence à refaire comme avant, du 1 contre 1, que du 1 contre 1. 0 balle intérieure. Hein. Alors Moteyounas n'a pas joué, mais Il n'y a que Papa Yanis à l'intérieur, enfin en 5, puisque en j'ai vrai été 5, encore il blessé. n'y a que lui et il reçoit plus la balle. Hein. Je veux dire, dans le dernier carton, on n'a pas cette stat, mais ce serait incroyable de savoir le nombre de balles qu'il touche. Ça doit être des rebonds ou le contre qu'il met vers la fin du quatrième. Mais en dehors de ça, je pense qu'il touche jamais la balle en attaque. C'est-à-dire que tu n'as plus de jeu collectif, donc tu es revenu avant l'arrivée de Spanoulis. Tu as James, Okobo, même rajouter Jordan Lloyd qui commence à prendre des shoots dans tous les sens. Tu ne sais pas pourquoi. Ça défend pas. Paris, incroyable dynamique. Les mecs, ils croient du début à la fin. Ils pensent qu'ils vont gagner. Ils font le maximum pour. Ils mettent des shoots encore exceptionnels. Mais comment, à un moment, tu peux pas prendre des décisions pour faire des changements? Strazel, il joue 15 minutes. Strazel, on sait qu'il va jouer collectif et on sait qu'il va défendre. Oui, alors il te manque toujours Calates. Il te manque GT à l'intérieur. Il manque Diallo qui n'était pas là, Il te manque Diallo, il te manque absent d'un Korkmaz. minute. Il te manque du monde, c'est certain. Donc, tu n'as pas 20 000 rotations, c'est clair. Mais il y a un moment, pourquoi, quand tu es Spanoulis, avec la carrière que. Je sais que tu es méga fan du joueur, mais quand tu es Spanoulis, pourquoi à un moment tu ne te dis pas, bon, Mike James, hop, sur le banc. Même si c'est 1 minute 30, 2 minutes, pour lui faire comprendre au mec que là, il est en train de faire de la merde. Pareil avec Eli.
qui fait un grand match à côté de ça. Hein. Mais comment tu peux, en tant que Monaco, et je reviens pas sur le leadership, comment tu peux passer de moins 19 à égalité et en plus faire une prolongation où tu passes carrément à côté et tu laisses la victoire à Paris. Alors Paris a fait un grand match, mais je suis pas sûr que ce soit que la victoire de Paris. Bon, Cyril vous a tout donné à peu près là sur alors les la jeux. suite, c'est quoi 3 minutes après 30 à peu près de. Mais non, mais vous le savez, on en a parlé dans le groupe WhatsApp qu'on a ensemble. Ça m'a énervé ce match en fait. Toi, ce qui Ça t'a m'a énervé, c'est que énervé. Spanoulis ne fasse pas au moment où Paris revienne les rotations Qui pour fasse quelque chose, qui tente défendre. quelque chose en fait. Nico. Ouais, il a déjà dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a l'impression de revoir les mêmes mots qu'avec Sacha Obradovic et que l'aura, la période où il y a ce choc psychologique avec Spanoulis commence déjà à s'effriter, déjà un petit peu face à l'Olympiakos, mais tout s'arrête en fait. À 7 minutes de la fin, tout s'arrête, la concentration, la défense. Ils ont pris 42 points sur les 12 dernières minutes. Le jeu en isolation, plus trop de collectif, de plan de jeu. Quel était le plan de jeu sur la fin de match ? Et puis défensivement, c'est pas au niveau. On n'est pas au niveau d'une équipe qui doit jouer les premiers rôles en championnat. Ils sont à 87 points de moyenne encaissée, je crois, sur les 4 derniers matchs en Euroleague. C'est beaucoup trop. Il faut déjà partir d'une assise défensive. Et tant que Monaco n'aura pas ça et jouera un peu comme ça les dernières minutes en attaque et en défense, sans vraiment hiérarchie, moi j'attends, c'est vrai, avec beaucoup d'impatience, enfin l'arrivée de Nick Calates. Il est venu pour ça, pour amener ce QI basket qui manque dans les fins de match. Là, on retombe exactement dans les mêmes travers. Donc c'est un peu désolant parce que le potentiel de Monaco, il est là, il y a des joueurs formidables, mais toujours cette alchimie qui a du mal à se mettre en place. À certains moments, il n'y a plus de son, plus d'image, tout s'arrête. Nils, tu as revu les mêmes travers, toi, de Monaco, que tu connaissais avant Spanoulis, finalement, c'est ce que nous disent Cyril et Nico. Alors, j'ai vu aucun des deux matchs, donc c'est plus dur d'en parler. Mais Il a bien travaillé. Cyril on Dis donc, le dimanche soir, il faut regarder. Hein. Regarder, mais de ce que vous avez dit, bah oui, c'est les mêmes travers, mais comme l'a dit Nicolas, moi je suis impatient de voir Nick Calates. Ça fait, je crois, depuis le Final Four de Kaunas que je dis qu'il faut un meneur qui mette le ballon sous le bras et qui mette les choses en place au moment où tu as un temps faible et au moment où c'est la panique. Donc j'attends toujours de voir Nick Calates, voir si il va réussir à avoir ce rôle-là, à ce que Mike James, Elio Kobo, Jordan Lloyd l'écoutent, et qu'en fin de match, quand c'est la crise comme ça, on ne dise pas « Nick, va te mettre dans le corner, là, on va faire nos 1 contre 1 ». Ça, ce serait un gros aveu d'échec quand même. Ouais, et puis c'est anecdotique, mais on a revu un Mike James énervant, qui s'est pris la tête avec un spectateur. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on avait quelqu'un de chaud en fin de match qui était là pour apporter des solutions à l'attaque, c'est Jordan Lloyd. Finalement, il a mis, je crois, 2 tirs à 3 points de suite. C'est pas lui qui a les ballons de fin de match, alors que Spanoulis devrait le sentir, ça. Et surtout, je sais que tu peux pas faire trop long là-dessus, mais pourquoi tu remets pas un peu la balle à l'intérieur ? Je veux dire, il fait quand même une bonne première mi-temps. Papagiannis à l'intérieur. Il a des ballons, il met des points. On sait que le secteur intérieur de Paris, C'est pas leur c'est point pas fort. dingue, voilà, c'est pas leur point fort. Faut en profiter. Alors lui, par contre, depuis l'arrivée de Spanoulis, il a plus de responsabilités. Il est plus intéressant dans le jeu. Donnons-lui un peu la balle. Mais ça fait partie des défauts du QI, de la réflexion, sur les Ouais. fins de match. Mais en plus, il est mobile. On est sur un mec qui fait 2m20 Non. et qui est ultra mobile. Il peut faire du pick and flare, pick and pop, pick and roll. Il peut faire plein de choses en fait. Et ce que je disais la semaine dernière, où je disais c'est cool, ça bouge bien entre les intérieurs. Ouais, mais continuez là-dedans en fait, les gars. Continuez là-dedans. Mais effectivement, comme on l'a dit, à 7 minutes de la fin, tout s'est arrêté et Paris a roulé, Paris, presque roulé sur Monaco. Paris, c'est incroyable, aussi la sinon, différence Paris, peut-être c'est entre incroyable, une équipe qui est en, je ne sais même pas si c'est de la surconfiance, c'est au-dessus de la surconfiance pour Paris, et Monaco qui vient de changer de coach, qui cherche des choses et qui en fin de match, pour se rassurer peut-être devant le retour de Paris, a fait ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ont fait depuis 2-3 ans finalement, puisque c'est ce que fait Monaco depuis 3 ans, d'avoir un Okobo ou un James qui en fin de match joue des isolations, ce qu'a fait Okobo sur la fin de match et n'a pas réussi à marquer le panier. En 20 secondes, il reste 20 secondes à la fin quand même, et Okobo garde le ballon et joue l'isolation pour le tir de la gagne. Ouais, est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'il n'y a pas faute? Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, on sait qu'en fin de match, les arbitres ont tendance à un petit peu plus laisser les contacts, donc Elio Kobo n'a pas eu ce coup de sifflet. Donc Monaco qui sera à Fenerbahçe jeudi à partir de 18h45 pour ce match de la 15e journée de l'Euroleague.
le remake du quart de finale de l'an dernier, sans Alpha Diallo, qui est blessé pour au moins 3 semaines. Gros coup dur là, pour Monaco, Nils. Oui, ça, Alpha Diallo, oui. Il était en pleine bourre, donc ça va faire mal. Tu vas regarder le match, Nils, ou pas? Bah non, je commente en même temps. Il est occupé, il a toujours... Il faut absolument, les gars, qu'on change les plannings de commentaires. Ils regardent pas un match de Monaco, on peut pas parler de Monaco Il a derrière. toujours une bonne excuse, Nils. Si, j'ai Monaco- fait celui contre Berlin. T'as fait lequel? Contre Berlin, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Ouais, j'avoue, il y avait pas trop C'est de vrai matchs. que tu avais Olympiakos Paris en face, t'étais pas aidé ce soir-là. Tiens, on reparle de Monaco, mais par un adversaire. Evan Fournier, qui a mis 19 points lors du match à Monaco. Contre Paris, il met 25 points, 34 d'évaluation. Défaite contre Paris. Est-ce que vous êtes impressionné par Evan Fournier, qui depuis le mois de novembre tourne à 20 points de moyenne quasiment? Je sais pas si c'est impressionné. Ouais, impressionné, Ouais. non, mais maintenant il a le rythme de l'Euroleague, il prend des gros tirs, il a plus de responsabilités. Je crois que c'est le deuxième temps de jeu de l'Olympiakos derrière Vezenkov. Il a des soirs de réussite, il y a des soirs aussi où la sélection de tir elle est moins bonne. Et beaucoup de tirs, il se fait plaisir. Evan Bartzokas a dit qu'il acceptait ce genre de choses. Pour combien de temps? Mais Evan est dans le rôle qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il score. Attention les fins de match, ça fait deux fois qu'il perd le ballon en fin de match. Donc, Bon, après, contre Paris, mais juste avant, un tir à 3 points qui Ouais, il glisse, c'est pas de sa les faute. ramène aussi. Donc, Sur un match précédent, je me souviens plus de l'adversaire, mais il perd le ballon sur une mauvaise passe. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage de l'Euroleague. Hein. Il découvre l'Euroleague, Evan Fournier, mais c'est plutôt très très positif. Il y a encore du travail, mais c'est très positif. après, sur le match que tu commentes, je me souviens au Pana, c'est lui qui fait la différence aussi en fin de C'est match. lui qui fait la différence avec un rainbow shoot incroyable. Et en plus, il va chambrer à l'OACA les supporters du Panathinaikos. Donc ça, c'est le Non, mais Evan Fournier il qu'on adore. prend, t'as cité le mot plaisir, il prend du plaisir. Il s'éclate. On sent, ouais, exactement, il s'éclate. Il est heureux de jouer, parce que ça fait quoi, 3-4 saisons qu'il jouait quasiment pas. Benché par les Knicks et même après à Détroit. C'était pas dingue. Et là, en fait, il retrouve ce plaisir du parquet. Mais c'est bien aussi derrière pour le reste de sa carrière. Parce que là, ça repart de l'avant, en fait. Puis bon, il est dans un club qu'il adore. il a été adopté direct. On se rappelle des effusions quand il est arrivé. Puis bon, il y a un soutien incroyable dans ce club. Et potentiellement, ils sont favoris pour être champion de l'Euroleague. Donc, c'est parfait pour lui, je trouve. Il y a des chansons d'Evan Fournier qu'on entend au Palais de la Paix et de l'Amitié. Il y a des banderoles aussi en français maintenant pour Evan Fournier. Donc ouais, pour lui, ça va être génial. Nils, s'il s'éclate, Evan Fournier, ça te fait plaisir aussi de voir un Fournier épanoui? Oui, très comme Théo Malédon, tu vois les deux, un vrai plaisir. Mais par contre, moi je suis surpris, Evan Fournier, tu vois, pas par les chiffres que tu as annoncé, le scoring, parce que ça, on pouvait s'y attendre un petit peu, on sait la palette offensive d'Evan, même si j'avoue qu'il dépasse un peu les attentes que j'avais imaginées. Mais c'est Il est à défensivement. 19,5 points de moyenne sur les 8 derniers matchs, exactement. Je l'attendais pas aussi haut, j'avoue. Donc, petite surprise, mais très très peu. Mais par contre, défensivement, pour moi, Evan Fournier, j'ai toujours vu comme un défenseur pas terrible. En équipe de France, je me souviens de line-up avec Thomas Hurtel, Nando De Colo, Evan Fournier sur les lignes extérieures, c'était catastrophique. Et là, tu le vois se belle équipe mettre défensive, quand même, par ça. terre. C'est cool. Ouais, défensivement, t'as raison, c'était Nils, t'as pas, raison. c'était pas la panacée, effectivement, mais oui, Evan Et Fournier. quand t'es porté par l'équipe, quand t'es porté par le club, que t'as des joueurs autour de toi qui sont quand même... Genre, Vezenkov, c'est comme un joueur incroyable. Et puis, il y a du monde autour. Il n'y a pas que Vezenkov au Fournier. Il y a une belle équipe. Puis bon, jouer devant 20 000 personnes qui sont en train de scander ton nom ou chanter des chansons à ta gloire, c'est quand même... Et on l'a vu même... il fait pas un grand début de saison, mais même Nilikina, il a kiffé son dernier match. Il a chanté comme le faisait le Sort à l'époque avec les supporters du Partizan. C'est Non, des ça fait choses, plaisir. ouais, c'est des choses, je pense qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux, Ouais. et là qui vivent, donc ils ont Les envie mecs, d'en- ils ont galéré avant. Les mecs, ils ont galéré en NBA, ils ont T'as pas galéré ces en échanges, G-League, t'as etc. pas ces échanges avec Et le ils public profitent. en NBA, donc c'est toute la spécificité de l'Euroleague. On essaiera d'avoir Evan Fournier dans le Squeak Talk, évidemment. Cette saison, Milan est l'autre équipe chaude de l'Euroleague, messieurs. On les a pas trop vus arriver, mais 7 victoires sur les 8 derniers matchs pour les Milanais. Une seule défaite à l'Alba Berlin, ça ne sera donc pas dans le quiz. Est-ce qu'on regarde Milan, qui a un calendrier difficile à venir, mais est-ce qu'on sent
méfie un peu de Mirotic, Ouais. Poser et... On retrouve le grand et compagnie. Mirotic Ouais. d'il y a 3-4 saisons. Il fait des stats. Alors, il est toujours un petit peu nonchalant sur le terrain. C'est évidemment pas le plus grand défenseur de Milan. Mais c'est une équipe qui a basculé depuis un match, depuis le derby face à Bologne. Et depuis, effectivement, à part ce petit accro face à Berlin, ils ont battu des grosses équipes. Ils ont battu le Real à domicile. Ils ont une dynamique un peu folle, d'une équipe qui avait beaucoup de blessures en début de saison, qui commence à trouver aussi une alchimie, une hiérarchie, Fabien Causer qui trouve sa place alors que les 4-5 premiers matchs, waouh, c'était pas le Fabien Causer qu'on connaissait. Voilà, ils ont des problèmes de blessures avec des postes 1, un poste 1 qui n'est pas vraiment très clair, avec Dimitrijevic, mais qui apporte quand même, qui fait le taf. À l'intérieur, c'était plutôt faible, mais ça passe quand même. Donc c'est une équipe qui arrive à avoir de bons résultats. Ils ont récupéré Nicolo Maillon aussi, qui, depuis qu'il est arrivé, fait de belles différences. Ils sont à 8-6, 8 victoires, 6 défaites, comme le Pana, comme le Barça, comme le Žalgiris. Bon, le calendrier, par contre, c'est peut-être le moment de vérité pour eux. Au Barça, au Pana, contre le Bayern et contre l'Olympiakos pour terminer 2024. Donc Milan, on va voir maintenant. S'il passe ça, ça peut le faire. Hein. Elle est incroyable cette saison d'Euroleague quand même. C'est-à-dire que tu mets les 2-3 équipes, et encore 2-3... Deux, pour l'instant. En bas, de côté, Virtus et Alba. C'est hyper dense. Tu mets Paris, ok, pour l'instant, qui est vraiment au-dessus de tout le monde, et encore avec une victoire. C'est incroyable, cette densité entre les équipes de tête et les équipes de bas de classement. Et Milan était en difficulté, hop, ça remonte. Le Real, ça se trouve, dans 2-3 matchs, hop, ça va remonter. Monaco, ça vivote, mais c'est malgré tout toujours en haut. Il y a des équipes partisans, Paname, tout ça. On sait que d'un coup, hop, ça peut remonter vers l'eau. C'est incroyable. Il n'y a pas l'hégémonie qu'on pouvait attendre du Pana et de l'Olympiakos parce que c'était les Et de Monaco ou du Real. Du Real. Ces 4 clubs-là, en fait, Ouais. qu'on pensait tous être top 4 assez rapidement. Monaco, je ne l'avais pas mis dedans, mais le Pana et l'Olympiakos, avec le recrutement qu'ils ont fait, l'espèce de guéguerre de super pouvoir Le Barça, cet si tu été, veux. mais ouais. et puis le Real, ouais. Donc effectivement, c'est dur pour tout le monde, et chaque match, c'est ce qu'on entend sur les interviews des coachs avant chaque match est difficile en Euroleague, à part peut-être contre Berlin. Nils, Milan, tu gardes un œil dessus ou tu t'en fiches complètement et tu te dis que c'est circonstanciel? J'attends le calendrier à venir que tu as énoncé parce que les 5 victoires de suite, quand même, ça me convainc pas totalement sur le parquet du Partizan. C'est dur quand même, mais le Partizan n'était pas encore dans l'état de forme qu'ils sont maintenant. Il y en a une contre le Maccabi, une contre l'Étoile Rouge dont je suis pas vraiment séduit cette saison, une face à l'Asvel. Il n'y a que contre le Fener à la rigueur, mais du coup, c'est pas. J'attends d'en voir un peu plus. Le quiz dans quelques instants, mais il nous reste 3 questions, messieurs, dans ce fast. Une question Betclic Elite et 2 questions NBA. Vous préférez quoi en premier? Vous préférez la Grande Ligue? Vous préférez la Ligue française? Allez, la Grande Ligue. La Grande Ligue, Nikola Jokic, qui a claqué 104 points, 30 rebonds et 16 passes décisives en 2 matchs, qui peut aller chercher un 4e MVP en 5 années. C'est des chiffres absolument démentiels. On y prête encore attention, évidemment, à des chiffres comme ça. Ouais, on a l'impression de superpuissance de Nikola Jokic qui effectivement reste sur 2 matchs incroyables. Une défaite quand il marque 56 points, 48 points contre Atlanta où ça gagne. C'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que il nous surprend par son talent, ça a l'air très facile parce qu'il prend aussi des rebonds, c'est le meilleur passeur de son équipe. On a vu les statistiques avec ou sans lui de cette équipe. Incroyable cette statistique. Avec lui, ils sont dans les premiers. Et sans lui, ils sont derniers. Sur toutes les stats. Donc ça veut dire que son équipe est faible. Jamal Murray est plus trop en grande forme là. Donc je me méfie toujours de ces statistiques qui sont impressionnantes effectivement sur le papier. Donc c'est pour moi effectivement le meilleur joueur au monde en ce moment. Il y a cette impression de facilité et tu peux rien faire, quoi. Tu peux rien faire. Il prend des shoots à 3 points sans forcer, sans sauter. Tu as l'impression qu'il est à l'entraînement. Il y a une décontraction dans ce joueur qui est assez étonnante, c'est bluffant. Il est 3e scoreur NBA derrière Giannis Antetokounmpo et la Melo Ball. Il est meilleur rebondeur et il est 2e passeur derrière Trae Young. Des chiffres hallucinants. Ouais, je suis d'accord avec Nico. Je ne vois pas trop qui pourrait aller le chercher pour le titre de MVP. Peut-être juste Antetokounmpo. Mais bon, la saison collective n'est pas dingue. Non, il est incroyable ce joueur. C'est vrai que le mec, il fait des courses tous les étés avec ses chevaux. T'as l'impression qu'il s'en fout un peu du basket et que
Oui, mais il reste sérieux quand même, tu vois. Il Ouais. reste sérieux sur un terrain, tu peux compter sur lui. Il va. Mais il va faire mais son on parlait taf. de plaisir. Malgré tout, je pense qu'il prend différemment. Ouais. Il doit prendre du plaisir à faire ça. Je veux dire, il a des moves. Et si on revient sur le jeu de. Tu parlais de Mirotic qui va mieux, des vrais 4-5, etc., sur lesquels on compte. Là, on a pas un 5 à l'ancienne, mais. Un Old mec. school, un peu, ouais. Bah, ok, il est capable d'être stretch et de shooter à 3 points, mais c'est vrai qu'il y a ce Un côté. mix de tout. Voilà, exactement, t'as raison, c'est un mix de tout, donc c'est un prototype un peu incroyable, un peu comme Wemby sur d'autres aspects, mais c'est vrai qu'il a ce. Enfin, il y a tout en fait. Moi, je pense qu'il s'amuse, qu'il se fait plaisir, et à côté de ça, bah, il emporte son équipe avec lui, et même un Westbrook, en fait, il rigole, il est heureux d'être là, il kiffe de voir Jokic avant chaque match en train de courir dans le couloir. Les mecs s'amusent, en fait, les mecs prennent du plaisir, et puis ça fait plaisir d'avoir le meilleur joueur du monde qui est européen. Nils, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Nikola Jokic ou est-ce que tu préfères parler de Chris Paul? Le choix est à toi. Rapidement, c'est juste que on parlait du niveau de Jokic, c'est incroyable, mais par contre les résultats de Denver suivent pas trop, donc tu te demandes est-ce que les Nuggets sont pas en train de gâcher peut-être le plus haut niveau qu'un joueur de basket ait atteint en ne réussissant pas à l'entourer correctement, pas assez en tout cas. Bah, c'est. On verra si les Nuggets s'effritent au fur et à mesure de la Oh. saison. Chris Paul, numéro 2. Bravo, Fred. Est-ce qu'on va manger des nuggets ou des choses comme ça? Continue. Non, je continue, je dis rien. Chris T'as pas un Paul truc qui est avec passé. Denver aussi? Je dis rien. Faut pas, tu vois, après une magnifique blague comme ça, il faut enchaîner sur Chris Paul. Magnifique blague. Oui. C'est moi qui. Je vais pas dire Oui. que. Une pépite de blague. Une pépite de blague, voilà. Tu vois, faut pas enchaîner. Oh. Chris Paul est numéro 2, n'est pas décisif en NBA, il est passé numéro 2. Est-ce que c'est important? Ou est-ce que seule la première place compte, première place qui est quand même assez inaccessible, celle de, Il faut de John saluer, Stockton? on peut saluer quand même. Non, il n'ira pas chercher John Stockton, mais il faut saluer quand même la longévité, la carrière, près de 20 ans à haut niveau. Il est encore dans les tout meilleurs passeurs de la NBA. Donc il a traversé pas mal d'époques, d'équipes, il a changé, mais il est toujours là. On se souvient du Chris Paul du début de sa carrière, très spectaculaire. Là, il est plus dans je donne aux autres, je partage La le gestion, ballon. Ouais, exactement. Donc bravo, franchement bravo, c'est une super carrière. Stockton premier avec 15 806 passes, Chris Paul deuxième donc avec 12 099. On a ensuite Jason Kidd, 12 091. LeBron James, Ce sera pas dans le 11 000, quiz. 11 219. Bien Nils, ce ne sera pas dans le quiz. Ça se trouve, il nous l'a fait à l'envers. Et Il nous donne Steve des Nash. indices pendant toute l'émission. Et Steve après, Nash. tu les ressens, savoir si t'as bien écouté et bien suivi. Ah ouais, 10 à 335. l'arrivée là. J'y ai pensé, ça, mais je le ferai pas. Je le ferai plus tard, quand vous aurez oublié d'avoir des indices partout. Chris Paul, numéro 2, peut marquer quand même cet exploit. C'est à l'image du joueur qu'il est. C'est un mec avec un QI incroyable sur un terrain, qui a, comme le disait Nico, qui a évolué pendant sa carrière dans son jeu, qui sait s'adapter par rapport à ses qualités physiques actuelles. Puis bon, là, globalement, il peut balancer la balle en l'air. À un moment ou un autre, il y a Wembanyama qui va passer sur la trajectoire et t'as une passe décisive. C'est un peu comme... J'avais regardé vite fait les statistiques de à qui donner le plus de ballons pour marquer des points. T'as du Blake Griffin, t'as du DeAndre Jordan. C'est des mecs où tu savais que tu balançais et à un moment ou un autre, le mec, il va prendre, il va dunker. Donc, en fait, au final, c'est très très bien pour les Spurs, même s'il est en fin de carrière et qu'il faut gérer son corps, gérer son physique, mais c'est super pour les Spurs et c'est super pour Wemby d'avoir et c'est ce qui lui manquait l'an dernier, d'avoir ce mec qui va justement lui donner la balle dans de bonnes conditions, au bon moment. Et qui joue plus pour lui maintenant, Ouais, il joue pour les autres. bien sûr. Il joue pour Et on en revient toujours à cette relation 1-5, même vous allez me dire que Wemby n'est pas un vrai 5, mais cette relation meneur intérieur, on va dire. Wemby. Ouais, c'est un. C'est quoi, tu mélanges toutes les. C'est un 23-45. Voilà. Et voilà, on a cette relation meneur intérieur qui fait que maintenant une marge de progression pour Wemby qui va être vraiment très intéressante avec un vrai meneur de jeu. Nils, rapidement sur Chris Paul. Non. Non. Merci. Il n'aime pas les meneurs de jeu. Non, il n'aime pas. non. Je sais pas. Il fait une allergie. Ah, ça a été NBA. dit. Très bien. On revient en France, Nils. Peut-être que ça va t'intéresser avec l'image du week-end en Betclic Elite. C'est lui qui va commencer. C'est lui qui commence. Les supporters de Saint-Quentin qui ont tourné le dos à leur équipe à Châlons. Une défaite large, 91 à
à 63 à Chalon, la quinzaine de supporters de Saint-Quentin qui ont donc tourné le dos à leur équipe à la fin du match. Est-ce que c'est une image qui t'a marqué et pourquoi ? C'est pas une image qui m'a marqué, c'est une image que j'ai pas compris du tout. Ok, lourde défaite sur le parquet de Chalon, ça arrive à toutes les équipes d'avoir des gros trous d'air. Là, ça arrive face à Chalon. Mais Saint-Quentin, 6e de Betclic Elite, derrière les gros, Cholet, Paris, Asvel, Bourg-en-Bresse, Monaco. Ma question, c'est que ton équipe, elle est 6e, tu tournes le dos, tu manifestes comme ça, tu fais quoi quand t'es relégable ? Tu mets le feu au parquet ? Je comprends pas trop. Je pense que les supporters de Saint-Quentin vont revenir dans les commentaires, c'est normal. 6 défaites sur les 8 dernières rencontres pour Saint-Quentin. Et Antoine Deux défaites, oui, il y a toute la Coupe d'Europe et toute compétition confondue évidemment dedans. 2 défaites en championnat en revanche depuis la trêve. Julien Mahé et William Pfister, le capitaine, qui se sont excusés après le match de ce non-match. Mais Cyril, toi non plus, t'as pas... Moi, je trouve ça juste. Je rejoins Nils et je vais rejoindre Antoine Eto qui a tweeté là-dessus par rapport à ça en disant Guignol. Je ne vais pas dire Guignol, je ne me permettrai pas, mais je comprends en fait pourquoi il dit ça. Surtout en tant que joueur, tu as besoin de tes supporters. Mais il faut quand même se rappeler d'où vient Saint-Quentin, d'où ils étaient il y a 3 ans. On parlait de progression avec le Paris Basketball. Saint-Quentin, dans un autre univers, un autre cadre, une autre ambiance. Le projet du club, il est incroyable quand même. Pro B, 6e de Betclic Elite l'an dernier, et là en Coupe d'Europe, donc en BCL. En Coupe d'Europe, tu as potentiellement un top 5 de la prochaine draft NBA. Donc en plus, tu sais qu'il y a du pognon qui va venir l'année prochaine dans les caisses du club grâce à la draft. Donc tu vas pouvoir continuer de construire. J'espère pour eux qu'ils vont aller en play-off. Et puis finalement, quand tu regardes, ok, mets de côté les Coupes d'Europe. Les résultats, ils sont pas mauvais en... Oui, comme le disait Nils, ok, bon, bah, ils ont pris une branlée là contre Chalon. Ça arrive. Mais ils ont battu Dijon, ils ont battu Monaco. Ok, c'était le premier match de la saison. Mais... Après, les supporters ont le droit de dire on n'est pas content de ce match-là et de l'exprimer d'une certaine manière. Bien sûr que tu peux dire que tu n'es pas content. Mais à un moment, il faut aussi regarder tout ce qui s'est passé avant. À un moment, il faut aussi respecter tes joueurs. Quand tu vois le Partizan ou l'Étoile Rouge, ok, je vais comparer des supporters serbes avec des supporters de Saint-Quentin, mais après une défaite, ils sont toujours là en train d'applaudir leurs joueurs, les encourager. Les joueurs vont voir les supporters, ils s'applaudissent entre eux, ils chantent entre eux et ils se soutiennent. À un moment, tu peux pas non plus tourner le dos à ton équipe juste parce qu'ils ont perdu un match. Surtout quand tu vois ce qui s'est passé et d'où tu viens. Que Monaco siffle ses joueurs avant que Sacha Obradovic se fasse virer. Tu peux comprendre par rapport à tout ce qui s'est passé à Monaco et la construction de cette équipe. Mais là, à un moment, respecte tourner les joueurs. C'est un geste fort, en fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Nils. Tu le vois au foot quand les équipes sont relégables, quand c'est la vraie galère, quoi. Là, pour une foot, défaite, en fait. c'est Quand t'es relégable. C'est ce que disait Flamme. C'est vraiment les supporters du foot qui ont mis ça en place. Donc là, je pense qu'ils ont copié un peu l'idée. Moi, ça m'a pas choqué parce que bon, tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de choses un peu désagréables comme ça, tu tournes le dos, tu fais une sorte de grève. Bon, c'est vrai qu'il faut relativiser, c'est Saint-Quentin, mais voilà, c'est une manière de manifester silencieusement, sans invectiver les joueurs. Donc, on va voir ce que va donner la suite de la saison. Attention, ça marche. Attention à pas généraliser quand même. C'est un groupe de supporters de Saint-Quentin. Ça se trouve, il y en a d'autres parmi les supporters du SQBB qui sont pas du tout d'accord avec ce geste-là aussi. Bien sûr. C'est le groupe de supporters qui avait fait le déplacement quand même à Chalon ce week-end pour le match de Betclic Elite. On a terminé pour le Fast, messieurs. Et je sais que vous l'attendez avec impatience. Voici le quiz. Le quiz du Squeak Talk pour terminer, ça va être un quiz un peu plus rapide aujourd'hui, messieurs, parce qu'on a été assez long sur nos sujets. Je prends mon petit stylo pour marquer vos points. La première question, c'est une question de rapidité. Vous avez vos ardoises, gardez-les près de vous, mais la première question, vous allez devoir me répondre le plus vite possible. Donnez-moi le nom d'une des 2 équipes qui a battu Cholet cette saison. Monaco. Monaco est une bonne réponse en Betclic Elite. La seule défaite de Cholet. L'autre équipe, c'est c'est la même réponse que la première question de la semaine dernière. C'est la même réponse que la première question de la semaine dernière. Absolument. Ce sera Monaco. On dira Monaco à chaque fois sur la première ça, question. je peux le faire. Ça, je suis capable. La deuxième. Ça, je suis capable de faire C'est vrai, je sais plus ce que c'était la deuxième. une bêtise pareille. 135. Un point pour Cyril. Toutes les questions de ce quiz valent 1 point.
sauf les questions de proximité où si vous faites un tout pile, vous pouvez avoir 2. C'est le moment de prendre vos ardoises. Cyril qui mène 1-0 donc dans ce quiz. Chris Paul, on vient d'en parler, est devenu le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, sachant que Tony Parker, premier français, est 21e du classement. Donnez-moi le nombre de passes décisives de Tony Parker en saison régulière, donc puis c'est le nombre de passes décisives en saison régulière qui est compté dans ce classement. Combien de passes décisives pour Tony Parker dans ce classement? Il est 21e, Tony Parker, dans l'histoire de la NBA. Chris Paul, 12 000 et quelques. Chris Paul, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 099. Nils, tu as le droit d'écrire aussi sur ta feuille. Donc tu nous donneras ton estimation, puisque en plateau, Cyril et Nico sont en train c'est pas simple. Hein. d'écrire. Ça n'est pas facile, mais c'est le quiz du Squeak Talk. C'est fait pour réfléchir tranquillement, se poser et trouver des réponses. C'est bon pour Cyril, c'est bon pour Nico. Nils, combien tu dis? 8721. 8721 pour Nils. Nico fait la moue, doit pas être très loin. 8308 Moi, j'ai visé au-dessus. pour Nico et 10 Un 999. bon passeur, Tony, en termes de stats. C'est un bon Ah, passeur. il fait 21e quand même. Alors 10 999, il serait 4e. Il serait derrière LeBron James. Il est pas? Non, c'est 7036, 21e. Donc c'est pour Nico, ce point de Tony Parker. Un point pour Nico, un point pour Cyril. Nils, on attend que tu démarres dans ce quiz. Toujours une question de proximité, toujours Chris Paul. C'est en playoff ou il est dans le top 10 de pas mal de. Oui, en playoff, Tony est en... Les matchs joués. Plus que Ouais, tout. mais même sur les Les passes. points, et les points, les passes, il est dans les top 10, etc. Ouais. Toujours Chris Paul, passeur mais marqueur. Il a mis pas mal de points en NBA. Il est 36e meilleur scoreur de tous les temps. Combien de points Chris Paul a-t-il mis en NBA? Oh, on peut Le meilleur pas avoir scoreur une- est évidemment LeBron James qui approche de la barre des 40 000. Combien de points Chris Paul a-t-il marqué en NBA? 36e quand même du classement. Il est quand même assez haut avec sa longévité. J'ai Il pas a d'autre combien indice. LeBron James, t'as dit? LeBron James, il est au-dessus des 38 000. Et il approche des 40 de mémoire. Tu parles de saison régulière. Hein. C'est la saison régulière qui compte, c'est toujours la saison régulière qui compte dans ce classement-là. Combien de points pour Chris Paul? Vous, c'est 1 point pour celui qui sera le plus proche. 2 points s'il y a un tout pile. S'il y a un tout pile, c'est costaud. Le tout pile, t'es sérieux quoi? Le tout pile, il est C'est un costaud. tout pile, on arrête le quiz, le mec a gagné. L'auto, je joue à l'auto. Est-ce que tu as écrit ta réponse, Nils? Ouais, j'ai pas beaucoup d'idées. 22 000. 22 000. 22 000. 18 001 pour Nico et 16 500 pour Cyril. Le point est pour Nils, puisque la bonne réponse était 22 533. Excuse-moi, mais pour être à 500 près, je mérite 2 points, mais bon. Non, on avait dit s'il est tout pile. La règle est cruelle, mais c'est la règle. Règlement déposé chez un huissier de justice, etc. Oui, Lucie Faisal Oui, Berkani, qui est également Poiros. en régie aujourd'hui. Un guest the player, on cherche un joueur, toujours pour un point, de 29 ans, qui est né à Westerville, dans l'Ohio, qui a été non drafté à sa sortie de Wisconsin en 2017, qui a joué quand même 9 matchs NBA avec les Lakers, les Raptors. Qui a joué quand même 9 Quand même matchs 9 matchs NBA. NBA avec les Lakers, les Raptors et les Kings. Qui est ensuite venu en Europe en 2018 avec une première saison à Galatasaray. Il a joué en Eurocup cette saison-là. Et ensuite, Est-ce que c'est Jordan Lloyd? c'est pas Jordan Lloyd. Ensuite, on le retrouve en Euroleague. Il ne va jouer que l'Euroleague depuis 2019. Il a commencé sa carrière Euroleague au Žalgiris en 2019. Il va jouer 2 Evans. saisons. Evans, Keenan Non, Evans. c'est pas Keenan Evans. Il va jouer 2 saisons aux Žalgiris entre 2019 et 2021, avant d'aller à Barcelone. Thomas World Cup? Non. Non, ce n'est pas Nigel Thomas Hayes Davis. Walker. C'est Nigel Hayes Davis qui joue à Barcelone en 2021-2022. Il est désormais dans sa 3e saison à Fenerbahçe. Il adore les chats et c'est le MVP de la 14e journée. Ah, t'aurais commencé par ça. C'est Nigel Hayes Davis. Oui, mais les indices faciles sont à la fin. Après, vous avez des avantages sur moi là-dessus, c'est que vous préparez vos fiches, vous préparez vos. J'espère que vous préparez vos fiches avec le nom des joueurs Attention, et les infos. Tu nous fais une Nilsson Musite Pas de du tout. mauvaise foi. Pas du tout. 5e question, Nils, tu as pris les commandes de ce quiz. Question de rapidité. Qui, en Euroleague, est le plus petit scoreur du Paris Basketball, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure? Genre- Kratzer. Ah. Kratzer, non. Petit. Le plus petit. Qui marque le moins de points pour, Ah pour le Paris Basketball? Non. Charvin. Charvin. Charvin est une bonne réponse. Je vais dire Monaco, mais ça peut. Pas de complainte sur cette question, c'est bon? Ah non, parce qu'on n'est pas sur une préparation de. Combien de points alors? 1,3 points de moyenne
pour, Il n'y a personne sous lui. pour Enzo Charmin. Il n'y a personne en dessous de lui. Et Rara, il a combien en Euroleague? Il est au-dessus. Oh, c'est pas du tout préparé ce. C'est préparé, j'ai juste pris la dernière stat, vous irez voir, mais vous verrez que j'ai raison comme d'habitude. 2 points pour Nils, 2 points pour Cyril, 1 point pour Nico. Vous pouvez reprendre vos ardoises, c'est à nouveau une question de proximité, puisqu'en 14 matchs, Juancho Hernan Gomez vient de marquer plus de points au total que sur l'ensemble de la saison dernière, où il avait disputé 31 matchs. Combien de points Juancho Hernan Gomez a marqué cette saison en Euroleague? C'est chiant, Fred. Moyenne? Non, combien de points au total Au total, après, a-t-il marqué? Si je mets la moyenne, tu peux calculer après. Non, parce que j'ai une flemme monumentale. Combien de matchs depuis le début de saison là, Il a joué 14 matchs. Il a mis même 1 point de plus que l'année dernière en 31 matchs. Tu peux rappeler le règlement si c'est la réponse Si juste. c'est un tout pile, c'est 2 points. J'ai l'impression que tu as vu l'info. J'ai vu l'info, mais je suis pas sûr du chiffre. Nico a vu l'info, mais va-t-il trouver le bon chiffre? Cyril est toujours en train de réfléchir. Ça vaut 1 point, ou 2 effectivement s'il y a tout pile. Nils, est-ce que tu as déjà ta réponse? On l'attend en plateau. Nils est en train de réfléchir. Combien de points pour Juancho Hernan Gomez cette saison en Euroleague? 17e réponse inscrite par Cyril sur sa feuille qui ne sait pas. Allez, Moi Nils. non plus. Allez, je me lance, je vais dire 325. 325 pour Nils. Cyril. On fait juste mettre 216 et 135 points pour Nico. C'est un tout pile. Bravo Nico qui avait vu l'info. Effectivement, 135 points. C'est un de mieux que les 134 de l'an dernier. Ah, c'est 10 de moyenne? En 31 matchs. Putain, je sais pas pourquoi je m'étais mis 14 dans la tête. Il avait marqué Moi 135 aussi. points. Nico qui prend les commandes. Alors, 3 points. alors, faut que tu reprennes une calculette. Alors, 3 points. pas mal, ouais. 3 points Nico, 2 points Nils, 2 points pour Cyril. Il reste 3 questions, évidemment en rébut pour vous départager. Si vous êtes à égalité. Encore une question de proximité. John Brown est de retour en Euroleague officiellement à l'Étoile Rouge de Belgrade. Combien de matchs d'Euroleague John Brown a-t-il déjà disputé? Il est saoul avec ces questions, lui. Il est Y'a pas personne fun. qui s'est ce quiz, rebellé hein. en 1 an et demi de Squid Talk, là. Bah, c'était pas moi l'an dernier qui faisait les quiz, donc c'est pour ça que moi j'y répondais. Je l'ai gagné et ça allait très bien. C'était quoi la question? La question, c'est combien de matchs John Brown a-t-il déjà disputé en Euroleague? Est-ce que je vous donne un indice? Nils, vas-y, est-ce que vas-y. tu veux un indice? Nils Van Indice. Non, pas d'indice. Est-ce qu'il s'est inscrit en bas de l'écran, l'indice? Bah, si Nils en veut pas, couper son retour. Et nous, on veut bien l'indice. Nils a dit non, il n'y a pas d'indice. Est-ce que vous avez tous une réponse? Combien de matchs en matchs Euroleague John Brown a-t-il déjà disputé en Euroleague? Saison régulière, playoff? Complet, tout. Tout. Tout à l'heure, on parlait que de saison régulière. Mais là, ça comprend tout. Tous Tu les changes matchs. les règles à chaque fois. Non, on ne change pas les règles sont très simples. Il y a des règles NBA, il y a des règles Euroleague. Tu le sais pourtant que c'est pas les mêmes. Je sais. Bah voilà, là c'est pareil. Alors, combien de matchs pour John Brown en Euroleague? Cyril, il va falloir trouver une réponse à inscrire. Nico, c'est bon. Nils, c'est bon. Aucune idée. Allez, Nils, ça tu triches pas, parce que On tu es va loin. tenter un 120. Je pense être un 120. peu bas, mais 120. Nico, 195. Cyril, Entre les deux, moi. 150. C'est Nils qui a la bonne réponse, 102. 25 à Kazan, Que 41 et 36 à Monaco. 3 saisons d'Euroleague, ouais. Et donc Nils, 3 points, tu reviens à égalité avec Nico. Cyril, 2 points. Vous pouvez tous encore gagner ce quiz. Et c'est ça qui est beau. Il faut trouver un joueur à nouveau pour 1 point. C'est un coéquipier de John Brown à Kazan, justement, en Euroleague en 2021-2022. Un joueur américain, drafté en 2013, qui a joué 238 matchs en NBA. Un peu mieux que. Isaiah Kanan. Et c'est Isaiah Kanan. J'allais le dire. Bravo Nils. Ouais, mais c'était facile parce que tout le monde en a parlé cette semaine. Oui, mais il fallait donc me donner la réponse vite. C'est vrai. Joueur Oui, américain si c'était facile. dispute sa 4e saison en Euroleague, 26 points lors de la 14e journée. Il a changé de maillot à l'intersaison, mais il est toujours en rouge et blanc, il porte le numéro 3. Et il sera donc à nouveau un coéquipier de John Brown cette saison. C'était pour, Il a fait une bonne semaine la semaine dernière. pour boucler la boucle. En effet, Cyril, tu ne peux plus gagner. Et Nico, tu peux égaliser Ah, je joue plus. sur Nils. C'est une question de rapidité. C'est un qui a dit. Qui a dit? Si, Cyril, tu peux me faire gagner. Cyril, tu peux faire gagner Nils. Réfléchis, oui. Bah non. Il peut me faire gagner aussi. Il peut aussi te laisser la possibilité de revenir sur Nils. Qui a dit « Je ne vais pas trop parler, je suis sous contrat, mais j'aime bien ce que vous faites Geoffrey Lauvergne, non ». Non. Alors c'est plutôt un qui a écrit, d'ailleurs plus qu'un qui a J'ai dit. vu ça aussi. Ifi? Qui a écrit « Je ne vais pas trop parler, je suis sous contrat, mais j'aime bien ce que vous faites ». C'est un rapport avec le Paris Basketball. Hicham Yabusele.
C'est Gershon Yabusele. Ah oui, c'est vrai. Bravo Nils qui a écrit ça sous un post Instagram de Paris après la victoire contre Monaco. Je n'ai pas trop parlé, je suis sous contrat, mais j'aime bien ce que vous faites. J'aime bien ce que vous faites Nils également dans les quiz que vous remportez Ah, aujourd'hui. je l'ai aidé là. Un peu- Tu vois, je l'ai aidé au final, Nils. Pourquoi? J'ai amené le dossier Paris. Donc Nils, bravo. Belle victoire. Nico s'est bien battu avec 3 points. Et Cyril, 2. C'est bien battu aussi. Est-ce que vous voulez voir si j'ai progressé en rébut pour terminer? Vas-y. Parce que la semaine dernière, on m'a dit que c'était pas convaincant. Le Non. Lys, Aya, Cordonnier. Si, C'était pas je terrible. l'ai trouvé. Mon premier est une partie du pain. Mon deuxième est le vrai nom de Clark Kent. Mon troisième est une partie essentielle de la roue. Mikael Jantunen. Ma réponse est Mikael Jantunen. Bravo Nils. Jante. Mon quatrième était un type d'étoile comme le soleil. Et mon tout était un des 7 joueurs à avoir joué les 14 matchs d'Euroleague de Paris. L'ami, Kal-El, Ça, on l'a trouvé. Jante, et une naine. Kal-El, Jante, une naine. Mikael Jantunen. C'est mieux ou pas? C'est mieux. C'était mieux. C'est mieux. Et c'est mieux pour ce Squeak Talk. Merci messieurs, merci Nils Salut tout le d'avoir monde. été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve mardi, mais tôt, pour cette émission du Squeak Talk, parce que la semaine prochaine, c'est Double Week. Et on aura tous les clubs français le mardi. Ne ratez pas cette semaine l'Eurocup, ce mercredi. Bourg est à Cluj-Napoca. Fenerbahçe Monaco jeudi et vendredi Asvel Paris. Très bonne semaine sur Squeak. Ciao, ciao.